peut s'arrêter. Comme ton CDI. Non, parce que la vie, c'est que ça, c'est que des incertitudes en fait. C'est vrai. Mais je t'ai vu bugger là, vraiment. Non, mais il y a des choses sur lesquelles je remets pas en question. Pour moi, c'est pas une incertitude. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Et de te dire qu'en fait, ton CDI, c'est une incertitude. Ouais, mais ton couple, c'est une incertitude. Ça, oui. Mais le CDI, je le ça, vois oui. pas comme... Non, mais ça, je le vois Mais plus. pourquoi ton couple, c'est plus une incertitude que ton CDI? C'est incroyable. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Céline. Salut Céline. Salut Fabrice. Comment ça va? Ça va, merci. Céline, tu t'installes. Hein, ouais. Ça y est. Je m'installe. Tu t'installes, t'as préparé une petite feuille, oui. T'as des trucs, t'es prête? Oui, je suis prête. Tu m'as envoyé un mail au mois de juin en me disant, écoute, j'ai un chouette paradoxe et si tu veux, on pourra en parler dans l'histoire d'argent. Ouais. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, let's go. Tu vis à Lyon, je suis à Lyon, donc on a pu se rencontrer, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quel paradoxe tu veux parler dans les grandes lignes, quoi? Je parle du paradoxe sur mon désir pour ma vie professionnelle et mon rapport à l'argent. Ok. Parce que je suis une grande flippée de l'argent et là, je m'apprête à devenir entrepreneur. Ah, donc, tu m'as écrit en juin, c'est ça? Là, on est en octobre, t'as passé le pas. Alors, oui et non. Et ça, je pense que ça sera un peu le sens de l'interview. Oui et non. C'est que, oui, j'ai passé le pas, je suis entrepreneur, mais je suis encore salarié. Ouais. Voilà. Ok. Mais le but, ça serait d'être entrepreneur à 100%. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, de ce fait-là, tu cumules les deux. Oui. Ok. Ouais. Et comment ça se passe en termes de vie, d'une manière générale, en cumulant les deux? Ben, je viens de démarrer. Je me suis lancée en septembre, donc c'est assez récent. Mais j'ai passé 9 mois à me former avant. Donc, on va dire que la double vie, je l'avais déjà depuis un petit moment. Ok. Tu t'es formée dans quoi? Je me suis formée dans le coaching. Ok. Maintenant, je suis coach professionnel, en plus de mon job de salarié. Donc, tu as acheté une formation, tu as financé une formation. Oui. Tu l'as financé comment? J'ai pris un prêt à la conso pour compléter mon CPF. Et ça aussi, ça a été compliqué pour moi. Ah ouais. Parce qu'à part le prêt pour acheter notre maison, c'était la première fois que je prenais un prêt à la conso. Ça coûte combien une formation comme ça de coaching? 7 000. Ok. La mienne, en tout cas. Ok. Mais c'est à peu près l'ordre de prix. Ouais, c'est entre généralement 7 et 10 000 euros, quoi. Ouais. Et ouais, j'imagine que 7 000 euros, c'est... C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. J'ai pas eu besoin de te lancer beaucoup plus. C'est beaucoup. C'est vrai. Ok, et ça représentait un investissement pour toi et te dire peut-être un risque aussi? Ben, oui et non. Enfin, je vais essayer de pas répondre à toutes tes questions en oui et non, mais non, c'était pas un risque dans le sens où même si ça aboutissait pas pour le projet pro, en fait, c'était un chemin de vie, tu vois. J'ai pris ce que je pouvais prendre aussi sur le point de vue de développement personnel, parce que j'étais aussi intéressée par ça.
Donc finalement, c'est presque comme si ça n'avait pas de prix, en fait, de pouvoir évoluer. C'est pas ce que tu dis. Ça n'a pas de prix. Mais c'est de l'argent quand même. Oui, mais finalement, je l'ai bien vécu. Ok. Passer à la banque, faire le prêt à la conso, c'était bizarre. Et j'ai hâte là que les mensualités soient terminées. Mais sinon, ça va. Pourquoi t'as du mal à te dire, ok, ce prix, il est toujours là dans ma vie et il faut le rembourser, c'est ça? Ouais. C'est compliqué pour toi? Ouais, parce que j'ai toujours fonctionné en si je m'achète quelque chose, c'est parce que j'ai l'argent pour. Ah. Voilà. Donc pareil, l'achat immobilier, c'était un peu compliqué pour moi. C'est mon conjoint qui m'a poussé. Moi, ça me dérangeait pas de me dire qu'on était locataire. Lui, il voyait ça comme on jette de l'argent par la fenêtre. Et moi, je voyais aussi toutes les autres dépenses qu'il y a quand on est propriétaire. Ah. Voilà. Merci. C'est un peu mon motto du moment. Parce que tout le monde veut acheter. Et aujourd'hui, je crois pas que ce soit la bonne période, quoi, vu les taux et tout qui sont en train de remonter. Pour le coup, on a acheté juste avant ça. Donc, on a eu un bon taux. Bien joué. On a fait une bonne affaire et en plus, la maison a pris de la valeur. Donc, là-dessus, ça va. Donc là, d'un coup d'un seul, tu t'es dit, putain, finalement, c'était pas une si mauvaise idée. Je me laisse mener, on va dire, sur ce sujet-là. Pour le coup, tu fais confiance à ton conjoint, c'est ça? Ouais, il adore ça. Il a une bonne culture. Il avait déjà un premier achat sur Paris, parce qu'à la base, on s'est rencontrés sur Paris. Ok. Donc, je l'ai laissé gérer. Ça lui plaît. Je me suis dit, vas-y, prends ton énergie là-dessus. Moi, j'ai autre chose à faire. Et vous parlez d'argent dans le couple? Oui. Ouais. Non, c'est tellement intense. Oui. Pardon. Non, mais c'est très bien. Je vis ce que je dis. Oui, c'est ça. J'aime cette intensité à 9h du mat. C'était à fond. Ok, ouais. Donc, c'est un vrai sujet entre vous? L'achat? Non, l'argent. Ouais, on en a parlé assez tôt quand même, quand on emménage ensemble. Ok. C'est marrant parce que en venant, j'ai écouté le podcast. Mince, j'ai pas retenu les prénoms. Un couple que t'as interrogé il y a pas très longtemps. Ils sont venus à deux. Bon, bref, ils parlaient de leur répartition des dépenses dans le couple, proportionnellement au salaire. Et on a adopté le même fonctionnement. Donc j'étais contente d'entendre qu'il y a un autre couple qui fait pareil, si on n'est sûrement pas que deux couples, mais... Non, mais je trouve ça génial qu'ils en aient parlé comme ça, et surtout que, comment dire, c'est pas un truc dont on parle. Ouais. De la façon dont on gère le couple, enfin, dont on gère l'argent dans le couple, pardon, et même entre couples. C'est jamais un sujet. Non, c'est vrai. Alors que ça mériterait, en fait, tu vois, de se dire, comment vous faites, vous? Est-ce qu'il y a des façons que vous avez, des trucs que vous avez adoptés que, par exemple, on pourrait adopter nous aussi en tant que couple, quoi. Moi, tu vois, par exemple, dans ma vie, j'ai jamais eu de compte personnel. Ok. J'ai rencontré mon ex-femme à 17 ans, elle avait 15 ans, donc on a eu nos comptes quand on était jeunes. En fait, quand on a commencé à s'installer, on a tout mis dans le même panier. Et quand on a divorcé, que j'ai expliqué à mes amis que, waouh, pour la première fois de ma vie adulte, j'ouvrais un compte perso, ils m'ont regardé des yeux comme ça, en me disant, qu'est-ce que c'est que ta life, quoi, tu vois. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre façon de fonctionner, quoi. Ouais. Donc c'est trop marrant, hein. Mais pour le coup, moi, j'ai vu deux fonctionnements avec mes parents qui sont divorcés depuis que j'ai 8 ans. Et d'ailleurs, je pense que ça a un lien avec le paradoxe que je t'évoquais. Sans deck. Ouais, tu veux dire que les parents, ils ont un rôle de... Non, mais oui, notre c'est sûr. rapport à l'argent. Non, mais plutôt dans l'idée de paradoxe. Et j'ai un peu l'impression d'être un peu schizophrène. Ma mère donc est remariée, enfin en couple depuis qu'elle s'est séparée de mon père. Et pour le coup, avec son deuxième conjoint, c'était un seul compte. Et ça a toujours été un seul compte. Et mon père et la nouvelle compagne qu'il a eue au moment où il s'est remis avec quelqu'un, c'était compte séparé. Donc en fait, tu vois, ils n'avaient pas du tout de conjoint pour le coup. J'en sais rien. Oui. Mais en tout cas, je sais que chacun gérait ses dépenses. Comment tu savais ça? Parce que mon père en parlait en disant ma belle-mère, tel jour, il faudrait qu'on fasse des comptes. Ok. Ils payaient leur part. Enfin, voilà, il y avait un système comme ça. Donc, j'ai grandi avec ces deux modèles. Et le côté schizophrène, j'ai aussi grandi, en faisant le lien avec l'argent, j'ai grandi avec deux, grandes figures de métier. Ma mère était fonctionnaire et mon père, chef d'entreprise. Ah bah oui. Donc là, le grand écart est total. Oui. Ok. Bon super, on va parler de tout ça. La première question que je vais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? La sécurité. Ouais, alors ça y est. Pas la moindre once. Non. Pour le coup, ça fait un moment que j'écoute tes podcasts et que j'avais déjà réfléchi à cette question. Et notamment en entendant l'interview
Christian Junot. Ouais. Où il dit que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, et que donc quand on colle l'argent à une notion comme la sécurité, il y a un truc à creuser, quoi. Faut aller chercher. Donc Christian Junot, qui est lui qui est expert avec qui je suis en train de me former justement à devenir moi-même, je sais pas comment je vais appeler ça, mais bref, spécialiste de l'argent. Sécurité donc. Oui. Donc plutôt côté fonctionnaire que côté chef d'entreprise. Je relie pas forcément ça à un métier. Ok. Parce que tu vois, j'ai démarré en tant que salarié. C'est de la sécurité aussi. Mais c'est moins sécurisé quand t'es en CDI que quand t'es fonctionnaire. Parce que pour moi, l'un des trucs, quand je dis fonctionnaire, c'est par rapport à ta maman, on bien. T'as quand même un truc où quand tu rentres comme fonctionnaire, t'as la fameuse sécurité de l'emploi, quoi. Ouais, mais j'ai jamais été attirée par ça. Ok. Ça me dérangeait pas d'être salarié. Je voyais, pour moi, c'est une sécurité. D'être salarié ? Ouais. Ok. Mais tu te rends bien compte que même en tant que salarié, tu peux te faire virer du jour au lendemain ? Bien sûr. Ça t'est jamais arrivé ? Si. Ok. En plus, c'est vrai. Et alors ? Au Canada. Ouais. En plus, au Canada, ils ont pas le time, donc c'est. Peut-être pour ça que je fais pas, j'y pense pas trop, parce que c'était le Canada, donc c'était dans un autre pays. En France, ça m'est jamais arrivé. Ok. Et c'est plutôt moi qui ai eu envie de partir des entreprises. Voilà. Mais donc, t'as bien vécu que le salariat, c'était pas autant sécurisé que ce que tu pensais ? Non, je continue d'avoir cette croyance que le CDI, c'est le Graal. Eh ben, super, alors. Je pense que peut-être que c'est une question de génération, et moi, je suis vraiment dans cette génération, faut avoir un CDI. Avec la pression des parents derrière. Ouais. On va en parler. De ma mère. Ouais. Parce que la daronne, elle est fonctionnaire. Alors, c'est important. J'imagine qu'elle est pas fonctionnaire par hasard. Un peu, si, en fait. Non, non. Enfin, si tu veux, mais en fait, tu restes pas toute une carrière fonctionnaire. Même si t'aimes ton job, je crois qu'il y a aussi un truc, et pour avoir connu pas mal de fonctionnaires, il y avait un truc aussi chez eux très important en fait, quoi qu'il arrive, ce job-là, je l'ai à vie, quoi. Alors, je pense qu'il y avait un poids de la famille. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans la famille, et ils sont tous dans l'éducation nationale, ou étaient tous dans l'éducation nationale. Ma grand-mère, par exemple, était CPE. Donc, il y avait sûrement un poids. En revanche, elle est docteur en chimie. Ok. Et quand elle a cherché du boulot, donc des années, 80, une femme dans la chimie, c'était vraiment très compliqué. Ok. Et elle n'a pas trouvé. Alors, est-ce qu'elle n'a pas trouvé pour cette raison ou pour d'autres ? Je sais qu'il y avait aussi le fait de devoir potentiellement aller sur Paris, alors qu'elle avait sa vie à Marseille. Elle n'avait pas vraiment envie. Bon, bref. Des raisons qui ont fait qu'elle n'a pas trouvé d'emploi. Et elle a fait une sorte de, remplacement, CDD, fait quelque chose de temporaire au rectorat. Et là, ma grand-mère a poussé l'idée, pourquoi tu ne deviendrais pas prof ? Et voilà. Ça se fait comme ça. Waouh. Les parcours de vie, quand même. Ouais. Et donc, elle a fait toute sa carrière en tant que prof, alors, après ça, c'est ça ? Quasiment. Okay. Là, les 10 dernières années, elle était professeure adjointe. Elle a fini par passer le concours. Parce qu'elle était prof en lycée professionnel dans un quartier nord de Marseille. Donc, elle n'avait pas forcément des élèves qui étaient très motivés par sa matière. Et elle s'est toujours plainte de son métier. Et là, elle fini par sauter le pas, de passer un concours. Et je pense que sa fin de carrière, elle était beaucoup plus épanouie. Ok. Et c'est ta mère qui t'a poussé à aller vers le CDI, là où j'imagine ton père était peut-être dans une autre dynamique. Oui. En tout cas, peut-être plus de liberté, peut-être moins de c'est ça qu'il faut avoir, quoi. Ouais. Ok. Tu m'étonnes. La meuf a 2 cerveaux. Un peu, ouais. 2 personnalités. Ok. Très bien. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent ? Aller acheter des bonbons. Putain, c'est tellement un souvenir qui est récurrent, c'est fou quand même. Ouais, mais c'est marquant. Et en plus, je peux même te dire où j'habitais à ce moment-là, la rue. Enfin, j'étais en CE1, donc 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et de temps en temps, quand j'avais un petit peu d'argent, 5 francs, je me souviens, je dépensais pas plus. J'allais m'acheter mon paquet de bonbons, soit à la boulangerie, soit au bureau de tabac. Et je les faisais durer. C'est-à-dire que presque, il devenait dur à la fin. Parce que je voulais pas tout manger d'un coup. Je voulais pouvoir les garder et ouvrir le tiroir de mon bureau et me dire « Ah, il y en a encore !» Ok.
Bon, je les ai pas durés pendant 3 mois quand même. Hein, mais... Non, mais de laisser prolonger un peu le kiff, quoi. Exactement. Plutôt que de tout bouffer en une après-midi. Ouais. Ok. Et j'ai ce rapport-là à l'argent aussi, je pense. C'est-à-dire ? Bah, je suis plutôt en écureuil, moi. Ah oui, sans déconner. Typiquement, sur notre achat immobilier, c'est moi qui ai apporté tout l'apport. Parce que c'était mes comptes épargne, en fait. Ah oui, et t'as acheté quand vous avez acheté quand t'avais quel âge ? Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est propriétaire. T'as quel âge aujourd'hui ? 35 ans. Ok. Donc ouais, t'as épargné tout le début de ta carrière, en fait, c'est ça ? Et même plutôt dans ta vie, quand t'étais jeune adulte, tu mettais de côté ? Ouais, bah tu vois, typiquement, les premières vacances que j'ai eues sans mes parents, avec le petit copain que j'avais à l'époque au lycée, c'est parce que tout au long de l'année, j'avais mis de côté. Mais ça, je trouve ça cool. Oui, mais... C'est pas vrai. Pour moi, ça, c'est pas vraiment écureuil. Mais c'était plus pour dire que je partais pas en vacances si j'avais pas d'argent, en fait. C'est parce que j'avais mis de côté que je partais en vacances. C'était hors de question de demander de l'argent à mes parents pour partir en vacances. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est pas écureuil. Ça, pour moi, c'est plutôt, en fait, pour moi, l'écureuil, il met les glands de côté parce qu'en fait, il a peur qu'il y ait une tuile qui lui tombe sur le coin de la gueule. Il y a ça aussi. Hein. Ouais, sans déconner. Je me doutais bien. C'est juste pour faire un peu la nuance, tu vois, de, j'épargne parce qu'en fait, j'ai un projet que j'ai déjà en tête et puis je me dis, il va falloir que je finance. Ça, pour moi, c'est pas écureuil dans l'absolu, quoi, tu vois, c'est juste... t'as envie de faire un truc et tu te dis il faut que je mette de l'argent, il y a un peu un côté organisationnel et tout qui marche bien, enfin qui pour moi est valide dans le sens où c'est cool, quoi. Bon, après, être écureuil aussi, c'est valide, on s'en fout, hein. C'est juste à quel point ça te retient, à quel point tu t'empêches de faire des trucs parce que t'as besoin d'avoir ton tas d'or ou ton tas de glands, comme tu veux, d'être assis dessus et de te dire ah, ça va mieux là. Mais ça va jamais mieux. Non. T'es d'accord? Très bien. Et donc, en fait, je voulais un peu rebondir sur l'aspect écureuil. Qu'est-ce que ça a créé en toi, cet aspect écureuil, comme comportement? De la vigilance, je dirais. Et puis le côté schizophrène aussi, parce que hier j'écoutais le podcast d'Aude qui est venu en septembre. Oui. Et l'aspect quand on va au resto, j'ai compris l'émotion qu'elle a eue en disant qu'elle se préparait à aller au resto avec des amis par rapport au fait de payer l'addition, parce que typiquement je déteste quand on me propose de diviser en 4 si on est 4. Surtout qu'en plus moi, quand je vais au resto, en général, je prends à manger, je prends pas à boire, alors que les gens prennent aussi à boire. Donc j'ai toujours cet aspect de je fais attention à ce que je commande pour pas que ça coûte trop cher. Donc il y a cette dualité entre j'ai envie de me faire plaisir sur ce que je vais manger, mais si le plat qui me plaît le plus, c'est le plus cher, c'est pas celui-là que je vais choisir. Donc j'ai en fait, une grosse prise de tête pour tout ce qui a trait aux dépenses. Mais c'est quoi ton job? Mon job actuel? Ouais. Ton job salarié? Je suis chef de produit santé prévoyance. Je conçois des complémentaires santé. Ok. Tu gagnes combien? Je gagne à peu près 40K brut. 40K brut, ça fait quoi net? Ça fait, je crois que ça fait 2200 net. Et je suis à 90%. C'est pour ça que je te dis, je crois que ça fait... Ok. Et donc t'as de l'argent? Oui. Alors, depuis qu'on est propriétaire... C'est un peu plus compliqué quand même. Ah non, parce que vous êtes propriétaire. Non, je dis ça parce que on a acheté une maison qui était déjà existante et il y a plein de choses qu'on a envie de rénover. Ah oui. Ouais. Du coup, on fait petit à petit dès qu'on a accumulé un peu plus d'argent, quoi. Donc vous investissez de l'argent et du temps, j'imagine, dans votre maison, quoi. Ouais. C'était un truc auquel t'avais pensé avant auquel vous aviez pensé peut-être tous les deux, auquel t'avais pensé toi? Au moment d'emménager, vous êtes dit ok, il y a des travaux à faire, il faut qu'on prenne ça en compte aussi? Moi, j'étais loin d'imaginer tout ce qu'on aurait envie de faire. Ok. Et même quand j'ai visité, j'étais aussi loin, je pense, de tout ce qu'il y avait à faire. Ne serait-ce que pour assainir la maison, voilà, la rendre viable et puis au goût actuel. Ok. Et ça, tu vois, typiquement, ça fait partie des trucs qui me font dire faites gaffe avant d'acheter, quoi. Parce que c'est pas forcément, comme tu disais, il y a des coûts cachés. Et après, c'est sûr que quand t'es dans ta maison,
t'as aussi peut-être envie d'investir dedans et peut-être un peu moins dans une loc. Ah oui. Non, Ah bah oui. c'est sûr. Bah... C'est pas chez toi. C'est chez toi. Ça veut rien dire en plus. Ok, je comprends. Et donc ouais, donc t'es du genre à te priver quand tu as envie d'un plat, mais en fait le plat il coûte pas non plus, enfin je sais pas, ça coûte pas de 20 à 50 balles quoi. Bah ouais, c'est pas du simple au double. Non, mais c'est ma manière de fonctionner en fait. Tu te restreins. Ouais. Je vis pas forcément ça comme le fait de me restreindre. Bah si il y a un plat dont t'as envie et que tu le prends pas parce qu'il coûte plus cher. C'est un équilibre entre la dépense et le plaisir. Mais si t'as de l'argent. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser peut-être, c'est que c'est pas forcément essentiel pour moi ce que je vais manger. En fait, le resto, c'est pas le plaisir ultime. Ok. Je préfère voyager, par exemple. Ok. Mais on est bien d'accord que si tu payes 5 € de plus pour un plat qui te fait envie, ça va pas changer tes voyages. Tu vois ce que je veux dire? Au cumulé, si. Non, mais si à chaque fois je fais ça. Les écureuils, putain. J'ai toujours du mal avec ça. Désolé, hein, non, pas du tout. Alors voilà une croyance. T'es en plein dedans. Ouais. Parce que tu peux te dire aussi, putain, en fait, pendant tout ce temps-là, je me suis privé de prendre le plat qui me faisait le plus kiffer. Ouais, mais moi, je le vis pas comme une privation. Bah, tu m'as quand même dit que tu prenais pas le plat le plus... Bah, il y en a pas qu'un seul qui me plaît. On va dire que c'est pour ça que je te dis que je trouve le juste équilibre. Ok. Entre ce que j'ai envie de manger et ce que j'ai envie de dépenser. Qu'est-ce qui t'empêcherait demain de te dire, en fait, désormais, je vais prendre tous les plats qui... En premier lieu, le plat qui m'intéresse, et peu importe le prix, je regarde même pas les prix. Ça m'intéresse pas, en fait. Pourquoi? De kiffer? Parce que je t'ai dit, le resto, c'est pas mon plus gros kiff. Vraiment, je préfère voyager. Ok. Ouais, je suis plutôt peut-être sur le côté expérience. Est-ce que tu comprends là où j'essaie de t'amener? Pas encore. Mais je suis curieuse de je te vois hyper en résistance. C'est juste, en fait, de te dire, en fait, d'essayer de mettre de côté l'aspect prix. Et d'aller vers le kiff. Parce qu'en fait, effectivement, t'as une croyance où tu te dis, bah, en fait, 5 € plus 5 € plus 5 €, à la fin, ça finit par faire. Je sais pas, si tu fais 50 €, ça va pas te changer des masses ton expérience de voyage. Hein. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça que t'as en tête. Et donc, en fait, au nom de, ok, dans X temps, il y aura un truc qui sera cool et intéressant à faire. En fait, il faut que je me prive pendant tout ce temps-là. Mais est-ce que t'es vraiment obligé? C'est une vraie question. Et tu vois, je le jette là comme ça en l'air. Hein. Et c'est pour ça que je te disais, en fait, est-ce que tu pourrais faire en sorte de ne pas regarder les prix les prochaines fois que tu vas au resto et de te dire, je vais juste me laisser guider par mon envie? Non. Non, c'est vrai en plus. Mais écoutez, pas de problème. Parce qu'il y a aussi la croyance qu'il n'y a pas de petite économie. Donc, tu vois, j'oscille entre ça et le fait que... Mais qui t'a inculqué ça? C'est une bonne question. Parce que ma mère n'est pas comme ça. Et je pense pas que mon père le soit non plus. Parce que pour moi, derrière cet aspect, il n'y a pas de petite économie, il y a aussi un esprit de gagne petit. Peut-être. En fait, qui est limité, qui est limitant, qui te cadre dans un truc de... en fait, fais en sorte d'être... De vivre dans le plus petit périmètre possible, quoi. Tu vois? Alors certes, c'est une projection, tu vois, parce que c'est avant tout de l'argent, mais pour moi, il y a potentiellement derrière un état d'esprit un peu comme ça, quoi, tu vois? Il n'y a pas de petites économies. C'est incroyable, cette phrase. Mais pour qui? Pourquoi? Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Je te vois bugger, là. Je vais le méditer. Mais t'es en plein dans ton paradoxe. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, on est en plein dans... en fait... je vais... Comment dire? Si vous êtes fonctionnaire et que vous écoutez ça, je vous adore les fonctionnaires. Oh, merci d'être là. Heureusement que vous êtes là. J'ai été en couple avec une prof. C'était génial. Et j'ai compris plein de choses aussi, en fait, en vivant avec elle pendant ce temps-là. C'était vraiment incroyable. Mais il y a aussi un truc où, en fait, tu sais, quand tu rentres au début de ta carrière, combien tu vas gagner. Et tu sais, à la fin de ta carrière, combien tu vas gagner. Il n'y a pas d'évolution possible, en fait. Et l'évolution, tu sais qu'elle est toute tracée.
Et t'es parti sur des rails pour le temps que tu resteras là et a priori toute ta carrière, quoi. Et en fait, ce système qui te vend de la sécurité de l'emploi, tu vois, effectivement, te prive totalement de liberté. Ou en tout cas, il y a plein de libertés qui sautent, quoi. Ouais. La liberté de pouvoir te dire, fuck you, tu peux partir. Moi, j'ai découvert que l'éducation nationale ne t'offrait pas de rupture conventionnelle, t'empêchait de partir, et c'est qu'en fait, si tu voulais prendre un congé, il te sucrait ton CAPES, quoi. Donc, t'as plus la possibilité de revenir après. Ouais, ce qui est chaud quand même, tu vois. Aucune entreprise privée ferait ça, quoi. Tu vois, tu es en train de passer une certification ou un truc comme ça pendant ton parcours. C'est pas parce que tu quittes la boîte qu'ils vont te dire, alors tu vois, cette certification qu'on t'a payée et par laquelle en fait, tu l'as plus. Désolé. Jamais. C'est ouf, quoi. Mais bref, au nom de tout ça, au nom de cette sécurité, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un truc, tu vois, en fait, ton précaré, tu l'as déjà. Tu rentres à 20 ans ou 25 ans dans l'éducation nationale, et en fait, ou peu importe ailleurs, hein, et en fait, tu sais que à l'âge de la retraite, tu vois à peu près où tu seras. Tout est écrit. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, en fait, tu vois, de possibilités de jouer dans ce précaré-là, quoi. Et pour moi, je sais pas si ça vient de ta mère, tu vois, mais je me dis, typiquement, pour moi, c'est vraiment un vrai truc de... ça empêche d'aller chercher plus, les petites économies. Ça empêche d'aller vers le plaisir en plus, tu vois, parce que vraiment tu me dis, alors j'entends bien que tu me dis, ok, le resto c'est pas mon kiff ultime, tu vois, je comprends. Mais en fait, ce que j'entends derrière ce truc, c'est que tu te prives d'aller prendre le plat qui t'intéresse le plus. Et en plus, tu te racontes une histoire. C'est-à-dire que j'entends vraiment le truc de non, mais moi c'est parce que c'est important. Et en fait, quand je creuse un peu, tu finis par me dire, mais il n'y a pas de petites économies, mon bon Fabrice. Je fais, ok, d'accord. Ouais, alors plusieurs choses. Il n'y a pas que ça. Je suis aussi sur un mode alimentaire sans sucre raffiné. Ok. Et mine de rien, il y en a partout. Oui. Donc c'est pour ça aussi ça que restreint de ouf le resto, c'est pas mon kiff. Okay. Parce qu'en fait, je vois le sucre. Et ça m'intéresse pas. Ok. Et puis il y a aussi le fait que... Le mec est en train de parler depuis une demi-heure sur le sucre. Enfin, sur le resto, pardon. Je pensais pas qu'on partirait sur autre chose, mais que l'entrepreneuriat. Bon, on va y arriver. Et il y a aussi le fait que j'ai vu mon père galérer quand j'étais petite, quand mes parents se sont séparés. Parce qu'ils venaient de faire construire une maison et qu'ils ont trouvé un arrangement pour faire en sorte que mon père garde la maison. Ok. Mais du coup, ça a été super compliqué pendant quand même pas mal d'années. Donc, peut-être que j'ai enregistré ça aussi. Il me le disait pas que c'était compliqué. Mais je pense que je le ressentais. Ouais. Et vous en avez reparlé à l'âge adulte ou pas ? Pas vraiment là-dessus, non. Ouais, ça serait intéressant de lui en parler, quoi. Tu vas voir un petit peu comment, pour lui, ça s'est vraiment passé, quoi. Ouais. Par rapport à ta perception à toi d'enfant, quoi. En fait, j'en ai pas parlé parce que je savais qu'il était en difficulté pour payer la maison. Mais lui, il se débrouillait pour que à Noël, j'ai un super cadeau, par exemple. J'ai beaucoup plus de souvenirs de cadeaux qu'il m'a fait lui que ce que ma mère m'a fait. On partait pas beaucoup en vacances, mais j'ai quand même plus skié avec lui, par exemple, qu'avec ma mère. Et les vacances au ski, on sait à quel point c'est cher. Ouais. Donc, finalement, il y avait peu, mais c'était chouette. Ok. Ok. C'est intéressant, hein. Mais ouais, ça serait intéressant d'aller lui en parler pour voir un petit peu comment lui a vécu ça en tant qu'adulte à l'époque, et peut-être que t'as projeté des trucs toi en tant qu'enfant, quoi. Peut-être. Tu sais pas, on peut pas savoir. Ok. Parlons de ce fameux paradoxe alors. Ouais. De ton envie de liberté, finalement. C'est ça ? C'est marrant parce que je le vois pas comme une liberté. De créer ton entreprise ? Ouais. Ok. Je le vois plutôt presque comme un fardeau, en fait. Non, mais c'est fou, What ? hein. Ouais, j'associe pas l'entrepreneuriat avec la liberté. Ok. Pourquoi tu le fais alors ? Parce que j'ai un projet et j'ai envie d'accompagner les gens, et je pense que ce que je souhaite faire a du sens, et je me sens, en fait, donc je suis coach,
et je suis consultante en organisation familiale et j'ai envie d'accompagner les mamans à concilier carrière et vie de famille. Et je me sens touchée, j'imagine parce que je suis mère aussi, mais par toutes ces femmes qui ont, par exemple, le syndrome de la bonne élève ou qui se disent, avec les injonctions qu'on a, bah maintenant je suis maman, ma carrière, elle passe après. Et non, en fait, on a le droit de tout avoir. Ouais. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment envie de pouvoir les accompagner. Donc, c'est comme si j'étais destinée. Enfin, je sais pas. Non, bon, c'est un peu fort destinée, mais... Non, mais ok, t'as un appel. Ouais, c'est ce qui ferait le plus de sens pour moi et je me sentirais complètement alignée. En revanche, la partie entrepreneuriat, je trouve que c'est un fardeau. On me proposerait de faire ça en tant que salarié, mais je signe tout de suite. Ok. Parce que j'ai vu mon père en fait galérer depuis le début. Vu que lui, il a sa boîte. Elle fonctionne, mais il bosse vraiment 7 jours sur 7. Et je sais pas, 20 heures sur 24. Hein. 20 heures sur 24, j'exagère un peu, mais il a un rythme que très peu de gens ont. Ok. Et ça, pour le coup, ça me pose un petit peu problème quand même. Mais c'est son histoire. Ouais. C'est pas la tienne. Non, c'est sûr. Et je veux pas que ce soit la mienne, parce que moi, je veux avoir une vie de famille un petit peu plus étoffée que celle qu'il a eue lui. Donc c'est pas un fardeau. Tu le perçois comme un fardeau. Est-ce que tu as peut-être perçu l'entreprise de ton père comme un fardeau, mais peut-être en plus que pour lui, ça n'a jamais été un fardeau? Non, pour lui, c'est le kiff. Ah bah voilà. À part la prospection commerciale, où voilà, il dit que c'est pas son truc. Ton daron, il a un petit souci avec l'argent ou pas? Non, je pense pas. Non, tu crois pas? Ok. Non. Ok. Ça serait intéressant de lui poser la question. Bah ouais. Ouais, non, je pense pas. Ok. Donc pour lui, c'était un kiff. Ouais. Mais toi, tu l'as perçu comme putain, le mec se tue au travail. Un peu. Et aussi le fait que, enfin, c'est les peurs qui remontent en fait par rapport au fait qu'on sait pas si demain on aura des clients, on sait pas si on aura un revenu, combien on aura. Tu vois, c'est ça en fait moi que je vois. Ok. Alors que quand t'es salarié, bah tous les mois t'as la même somme qui tombe et tu peux avoir un bonus si t'as une prime ou autre. Mais ça c'est pareil en fait, c'est dans une boîte qui tourne et qui tourne bien. Tu peux avoir une boîte, tu peux être dans une boîte qui ferme, qui périclite, surtout en ce moment avec la crise et tout. C'est pas, c'est trop marrant en fait, tu vois, que t'y mettes d'un côté, c'est vraiment la sécurité, c'est le Graal et tout, et de l'autre côté, bah, il y a de l'insécurité effectivement, mais en fait, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait autant d'insécurité d'un côté que de l'autre, quoi. Ouais, peut-être que c'est ta croyance. Bah ouais, clairement. Après, j'ai souvent bossé dans des grosses boîtes. Ouais. Donc, alors que la grosse boîte, elle coule quand même. Il se passe plus de temps qu'une boîte où il y a 20 salariés, quoi. De ce fait, t'es en train de monter ta boîte en te disant, ok, c'est un fardeau. Un peu, ouais. Putain. C'est pour ça que je te dis que je suis schizophrène. Waouh. Mais ça va être compliqué, tu sais. Parce que j'ai un peu l'impression que tu portes une croix, là. Je sais pas si t'es croyante, si t'es catholique. Non, je ne le suis pas, et c'est vrai que je m'étais jamais dit que je portais une croix. Bah, fardeau. Ouais, c'est vrai. C'est écrit dessus, quoi. Ok, c'était un peu fort comme mot quand même. Mais disons que je vois cet aspect négatif de l'entrepreneuriat. Ok. Et là, typiquement, avant de lancer mon activité, j'ai mené une étude de marché. J'ai quand même rencontré pas mal de coachs. Ouais. Et il y en a quelques-uns, enfin, sur ceux que j'ai rencontrés, quand ils arrivent au bout des 2 ans où ils ont leurs indemnités Pôle emploi, ils se posent la question de reprendre un job à côté parce que ça n'a pas forcément décollé comme ils le souhaitaient, ils n'arrivent pas à en vivre, etc. Et du coup, j'ai l'impression de rencontrer plus de personnes comme ça que de personnes qui arrivent à passer le cap des 2-3 ans. Et voilà. Mais tu sais combien il y a de boîtes qui ferment avant 3 ans? Énormément. C'est énorme, hein, c'est un tiers. Ouais. Donc c'est normal que dans les gens que tu rencontres, bah, au bout de 3 ans, ils n'aient pas réussi à créer leur activité, quoi. Bah voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même un aspect négatif. Et à la fois, j'ai... Tu le vois comme négatif, toi? Ben, ouais. Comment ça se passe avec l'échec, ta vie? Ouais. Ah, c'est marrant que tu viennes là-dessus. Oh bah tiens, Eddie. En fait, c'est lié à mon passé, je pense, parce que j'ai déjà été auto-entrepreneur. Enfin, j'ai déjà plusieurs carrières à 35 ans. J'ai fait des études initiales dans l'édition sur Paris.
Et je me suis lancée en tant qu'éditrice. Et c'est un milieu très, très compliqué pour avoir un poste. Donc, j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur. Et je l'ai mal vécu. Parce que je sortais d'école, tu vois, gros syndrome de l'imposteur, etc. Donc, j'ai eu des missions. Mais entre les missions, j'avais encore des boulots étudiantes. Et j'ai jamais réussi à avoir un contrat qui me permettait de vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Qui permettait de payer tes factures pendant plusieurs mois, pas de vivre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que aussi, il en parle, Christian Junod. Bien sûr. Et c'est un truc que j'essaie de redire, de moi-même corriger, parce que je l'ai encore dans ma tête parfois, donc je fais vraiment très gaffe. Mais bien sûr, non, ça te permet de payer tes factures, pas de vivre. Non, t'as raison. Oui, donc t'as jamais réussi à trouver un contrat qui un peu long terme, tu veux dire. Je cumulais les missions en freelance et les CDD aussi, et j'ai jamais trouvé un poste. Et du coup, j'ai décidé que je me reconvertissais. Au bout de 4 ans. Je suis allée dans un salon pour étudiants et j'ai regardé quel secteur recrutait, combien de temps les formations duraient. Et voilà. Et je me suis reconvertie donc, dans l'assurance. J'ai fait l'École nationale de l'assurance en 1 an en alternance. Et j'ai trouvé un poste avant de terminer mon alternance. Et donc, je pense que... Donc, t'es passé de la culture à l'assurance. Au pragmatique. La sécurité. Ouais, c'est vrai. Et je pense que j'ai vécu ça comme un échec. Non pas d'avoir changé de secteur, parce que ça, j'ai fait le choix. Et derrière, il y avait aussi d'autres motivations. Ça m'a permis de quitter Paris, par exemple. On voulait pas faire notre vie à Paris. Donc là-dessus, je suis très contente. Mais plutôt sur le fait d'avoir déjà été entrepreneur et d'avoir mal vécu cette expérience. Mais t'as appris plein de choses, non, de cette expérience? Ouais. Il faudrait que je fasse la liste. Bah ouais. Bien sûr. Parce qu'en fait, si tu focalises sur l'échec, c'est sûr que c'est super dur. Mais si tu focalises sur tous les trucs que tu as appris, et puis qu'en fait, effectivement, à la fin, tu n'as pas réussi à concrétiser le projet que tu avais, bah, tu te dis, putain, en attendant, si tu regardes un peu, je regarde en arrière, je me dis, j'ai appris plein de trucs. Parce qu'en fait, on apprend toujours plein de trucs. Ouais, bien sûr. Et j'imagine que les coachs que tu rencontres et qui s'arrêtent au bout de 2 ans, 3 ans, et qui peut-être ils se disent, ah putain, je comprends qu'ils aient un sentiment d'échec. Mais en fait, il faut aussi regarder en arrière et te dire, putain, qu'est-ce que j'ai tout appris, quoi. Peut-être que tu n'aurais pas autant appris de choses dans un job en CDI, quoi. Ouais, ça sera la prochaine question que je poserai la prochaine fois que j'en rencontre un. Bah ouais. Parce que c'est sûr que si en plus tu vas rencontrer des mecs qui ont, entre guillemets, échoué, quoi, tu peux aussi projeter ça là-dessus. Comme j'ai un peu l'impression que c'est ta trouille, quoi, tu vois. Ah oui, il y a un gros biais de confirmation. Bon, oui. Bien sûr. Putain, c'est donc un fardeau, j'en étais sûr. C'était un fardeau aussi pour toi? Putain, ouais, c'est sûr, le gars a dit que c'était un fardeau, donc c'est un fardeau, vraiment. J'avais raison. Je comprends. Mais si je puis me permettre, pour avoir monté des boîtes et tout, en fait, t'as besoin de beaucoup d'allant pour monter ton entreprise. Et si tu pars avec l'idée... Déjà, t'as un appel, j'ai un peu la sensation que t'as vraiment un truc qui t'appelle, tu vois, où tu te dis putain, là, il y a du sens et c'est cool. Bah, c'est trop bien. Mais en fait, si tu viens te dire, bon, bah, je vais me foutre une grosse croix sur les épaules, moi, on va y aller. Bah, putain, c'est lourd, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je pars pas avec le bon état d'esprit. Quelqu'un qui se dit qu'il va échouer, bah, en fait, il finira par échouer. Bah, tu vas finir par te donner raison. Hein. Ouais. Il y a que toi qui peut décider en plus, donc t'es la seule personne à savoir, quoi, tu vois, à travailler tous les jours au quotidien, quoi. Ok. Ouais, donc t'as cet aspect-là et t'as l'aspect, mais j'ai quand même mon CDI, donc ça fait combien de temps que tu bosses là maintenant dans ta boîte? Là, dans ma boîte, 4 ans. Ok. Dans l'assurance, un peu plus de 7 okay. 8. Donc t'es payé 2200 €. Et tu disais dans ton mail, moi, il y a un truc qui me rassure, c'est que tous les mois, quoi qu'il arrive, la somme qui tombe. Ouais. Ça tombe, quoi. Ouais, parce que c'est pas tant le montant, finalement, que de savoir le montant. Parce que, typiquement, dans mes premières années, notamment quand j'étais dans l'édition, j'ai eu des moments où je gagnais moins, mais je savais combien allait tomber. Donc, je m'adaptais. J'adaptais mon niveau de vie, en fait, et mes dépenses. Ok.
Et là, vous pouvez pas faire ça avec ton mec actuel, enfin ton mec actuel, Si, bien actuellement avec ton gars, de faire OK, de quoi on a besoin au minimum? sûr. Si, on peut. OK. Vous l'avez fait, cet exercice-là? Pour assurer un peu l'écureuil / la terrifier de l'échec? Je sais quelles sont les charges fixes chaque mois. Donc oui, on peut. Enfin, on l'a fait. OK. Mais c'est plus... alors après, il y a un autre aspect. C'est le fait d'être dépendante de lui. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. OK. Même si c'est parce qu'il est là et grâce à sa situation professionnelle que je vais pouvoir me lancer. Savoir que je vais... Il a un bon salaire? Ouais. Savoir que je vais être dépendante. Tu veux pas dire combien? Il gagne plus de 50K annuels. En tout cas, nous, on considère que c'est un très bon salaire. Ouais. Et ça me va pas du tout, en fait. Et là, j'entends la voix de ma grand-mère qui dit qu'il faut pas qu'une femme soit dépendante de son mari. Voilà. Mais c'est son histoire à ta grand-mère. Ouais. C'est pas la tienne. Je sais, mais c'est une injonction qui a beaucoup de place dans ma tête. Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec cette injonction? Toi-même qui m'explique que, en fait, c'est un peu le job que tu es en train de faire. Non? Bah, c'est ton job de coach aussi, d'aider les meufs à s'émanciper. Ouais. C'est ça, non? Tu disais qu'il y avait un gros syndrome de la bonne élève, etc. Donc il y a un côté, libère-toi, en fait, let's go. Je suis trop indépendante et le fait de devenir dépendante me pose problème. Ok. Parce que même si je nous le souhaite pas, si un jour on se sépare, voilà, je fais comment? En plus, maintenant on a un enfant, c'est hors de question que je puisse pas assumer d'avoir cet enfant. Enfin, il y a tout ça en fait. Mais t'as un enfant avec lui. Ouais. Donc en fait, c'est cuit. C'est complètement cuit. T'es dépendante de lui à tout jamais par l'intermédiaire de ton enfant. Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il y ait toujours un nous. Un lien. Ok. Voilà, par notre fille. Ouais. C'est vraiment sur l'argent que j'ai un souci de me dire que je vais dépendre de lui. Ok. J'ai besoin d'avoir mon propre revenu et que s'il se passe quoi que ce soit, je puisse assumer ma vie et puis celle de notre fille aussi. Tu puisses assumer de payer tes factures. Ouais. Pas ta vie. Parce qu'en fait, ta vie, tu vas l'assumer quoi qu'il arrive. Oui. Tant que tu décideras pas d'aller te foutre en l'air, tu vas assumer ta vie. Ah oui, non, c'est pas mal. Voilà. C'est ce que je veux te dire, tu vois. C'est qu'il y a aussi un truc derrière c'est la mort. Ouais. C'est marrant parce que je comprends très bien que tu me reprends sur ces mots. Mais je vois pas la mort derrière. Enfin, c'est pas parce que je me sépare de lui que je vois la mort. S'il y a plus de vie. Ouais, je sais. Il y a quoi? C'est vrai, ouais. C'est quoi l'inverse? Ouais, bien sûr. Même si le contraire de la mort, c'est la naissance, je crois. Mais quand il y a plus de vie, a priori, c'est que la mort est venue, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, je crois juste que c'est des choses... c'est des billets qu'on... C'est un truc qui est un peu internalisé, quoi, tu vois, avec lequel il faut faire attention. Parce que c'est ça qui fait peur. C'est la peur de la mort. À la fin, toujours. Enfin, toujours. Très souvent. C'est pas ça dont j'ai peur. Moi, ça serait plus... plutôt le côté me retrouver à la rue. Tu vois. Ne plus avoir de domicile. Ne plus avoir de travail. Donc, ne plus avoir de domicile. Ne pas manger à sa faim. En fait, les besoins physiologiques, les besoins vitaux, quoi. Ça, c'est des peurs qui sont dans ta tête. Ouais. D'ailleurs, la sécurité, c'est la base de la pyramide de Maslow. Comme manger et se nourrir, avoir un toit. Est-ce que on peut s'arrêter 2 secondes et regarder ta situation? Ouais. Et en fait, si demain, par malheur, vous vous séparez avec ton gars et que t'es dans cette entreprise à plein temps, tu vois. Bon, alors déjà, je passe le fait que t'as de grandes chances que ça marche. Oui. Parce que tu es en train de travailler sur ton rapport à l'argent et que tu es en train de décortiquer tout ça. Donc tu es en train d'ouvrir aussi ce truc, j'ai un peu l'impression. Mais ça, je le mets de côté. D'accord, on part du principe que ça marche pas. Okay. Parce qu'apparemment, c'est un fardeau. Mais en fait, si tu regardes ta situation, à quel moment, à partir de quand et au bout de combien de temps, tu vas effectivement te retrouver à la rue? Je me retrouverai pas à la rue. Voilà. Parce que j'ai des parents qui pourront m'aider. Oui. Ne serait-ce que. Mais je veux pas être dépendante de ça non plus. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de faire en sorte de prendre cette peur-là que tu as et de lui couper l'herbe sous le pied. Ouais. Cette peur n'a pas lieu d'exister. Non. Parce que tu as plein de ressources.
Et si c'est pas tes parents, c'est peut-être des amis. Et si c'est pas des amis, c'est peut-être, je sais pas, de la famille plus éloignée, etc. Donc, et je crois que tu as en toi les ressources pour, si jamais c'est vraiment la merde, d'aller trouver un job et de retomber sur tes pieds. Oui. Et ça aussi, je me le dis. Mais c'est difficile de démonter la peur. Tu te le dis dans le mental, mais je crois que... Ouais, pas dans l'émotionnel. Enfin, dans le corps, c'est moins ça, quoi. Elle n'a pas lieu d'être, cette peur. Ouais. Et c'est trop intéressant, je te le dis, parce que je crois aussi qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui ont cette peur-là. C'est souvent un truc qui revient. C'est, mais en fait, regardez votre situation actuelle. C'est quoi le pire qui puisse arriver? Bah, t'es sûr que vraiment tu vas te retrouver sous un pont? Non. Et que tu vas avoir zéro possibilité, tu vois, ça va être du jour au lendemain, mon mec me quitte, je suis sous un pont. Bien sûr que non. Ouais, non, mais devoir demander aux autres, ça me pose problème. Demander de l'aide. Ouais, je préfère donner que recevoir. Oh. Pourquoi? Je suis faite comme ça. Non. C'est mon profil. Non. Si, j'ai un profil très altruiste. Non. Ça a encore une belle croyance limitante. Pour t'empêcher de t'ouvrir à recevoir. Souvent, les écureuils, ils ont ce truc, ils ont du mal à recevoir. Ouais. En fait, c'est marrant que t'en parles parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pu travailler en thérapie. La partie sécurité financière, c'est une sorte de traduction d'un manque de sécurité affective lié à ma mère. Maman. Et du coup, j'imagine que je préfère donner que recevoir parce que j'ai peut-être pas assez reçu d'amour inconditionnel quand j'étais plus jeune. Et c'est dur de recevoir quand t'as pas appris à recevoir. Ouais. Ou quand on t'a pas montré que tu pouvais recevoir ou que t'étais légitime de recevoir. Ouais. Ok. Et tu travailles là-dessus? Oui. Oui. Ah, on a retrouvé Céline d'un coup. Oui. Céline du début. Ok. Comment tu fais? En thérapie. Ouais. Mais dans la vraie vie après. Ah, dans la vraie vie, bah. Parce que la thérapie, c'est sympa. Ouais. Mais à un moment donné, après, il faut l'appliquer. Hein. Il faut rentrer dans le dur, quoi. De te confronter à des situations où tu peux recevoir. Alors, je travaille pas forcément comme ça. Je travaille plus sur... Déjà, j'essaie de ne plus rien attendre de ma mère. Et ça, c'est un gros travail en soi. Ok. J'essaye d'accepter ce que j'ai vécu avec elle. Parce que quand elle s'est séparée de mon père, c'est parce qu'elle avait déjà quelqu'un. Avec qui elle est toujours. Ouais. Et finalement, elle a été beaucoup plus tournée vers sa relation, ce nouvel amour, que vers moi. Ah, tu le mentionnes dans le mail, c'est ça? T'es convaincu que... Ah oui, je suis sûre. Ouais. Mais ça s'est passé? C'est-à-dire? Bah, en fait, donc oui, parce qu'on est tous les deux dans nos têtes, là, on sait exactement de quoi on parle, mais t'as expliqué dans le mail que si un jour elle devait choisir entre son mec, donc son nouveau mari, et toi, elle choisirait son mec à tous les coups. Ça s'est passé? Non, non, elle m'a pas mise à la rue, donc ça ne s'est pas produit. En revanche, par son comportement, elle était beaucoup plus tournée vers son conjoint que vers moi. Ok. Et ça, ouais. Tu en as parlé? Elle nie. Non, mais c'est très compliqué. Pour le coup, quand on rentre dans ces discussions-là, je pense qu'en fait, c'est son mécanisme son mécanisme de protection. Désolée, c'est pas toi. J'ai tiré sur le fil. Incroyable, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, voilà. Tu disais son mécanisme. Ouais, c'est son mécanisme de protection, je pense. Et je pense qu'elle voudra jamais reconnaître qu'elle a privilégié sa relation de couple à son premier enfant. Et c'est dur pour toi? Encore aujourd'hui, là, à l'âge adulte? Ouais, c'est difficile. Ouais. Oui, c'est difficile parce que je trouve ça injuste. Je me sens pas complètement reconnue, en fait. Et puis, je trouve ça difficile qu'une femme préfère sa relation de couple à son enfant. Et surtout qu'en plus, j'avais le pendant de l'autre côté où mon père m'a toujours dit
que s'il devait choisir entre ma belle-mère et moi, il me choisirait moi. Mais ma mère ne me l'a jamais dit. Mais c'est tellement bizarre ce truc de choisir son camp, quoi, déjà, de toute façon, de base. C'est-à-dire que c'est une discussion que tu avais avec ton père, c'est ça? Ouais, les relations avec ma belle-mère, on va dire, n'ont pas été très simples. Elle a préadolescence, adolescence. Elle a un passé qui fait que elle a pas d'enfant et que voilà, elle avait aussi quelque chose à travailler par rapport à ça. Donc c'était dur chez mon père et c'était dur chez ma mère aussi parce que mon beau-père a aussi un profil particulier avec pas mal de choses à travailler sur lui. Et j'ai pas mal de croyances qui se sont construites. Je vivais surtout avec ma mère et mon beau-père. Et on va dire que ma plus grosse croyance, c'est que c'est moi le problème. Et du coup, voilà, c'est moi le problème. Peut-être dans leur relation de couple, c'est moi le problème. Quand il y avait des tensions. Alors qu'en fait, mon beau-père a sa part de responsabilité, une grosse part de responsabilité. J'ai quand même subi des violences verbales, donc c'était compliqué. Ma mère ne m'a jamais défendue. Parce qu'en fait, elle subissait aussi et que déjà... C'était difficile de se protéger, elle, je pense. J'allais dire, elle est autant victime que toi, quoi. Ouais. Ouais, mais il y a quand même un aspect de... c'était elle l'adulte. C'est elle l'adulte, oui. Voilà. Et finalement, j'ai l'impression que celle qui a le plus réagi en adulte, même quand j'étais plus jeune, c'était moi. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué et que oui, j'ai du mal à pardonner et à passer au-delà. Ok. Et t'as l'impression que ça vient impacter ton rapport à l'argent aujourd'hui? Complètement, ouais. Je pense que je suis le réceptacle de beaucoup de ses peurs. Ouais, mais c'est les siennes, comme tu dis. Comment tu fais pour t'en débarrasser? J'ai pas trouvé encore. Ouais. J'en parle pour le moment. C'est déjà pas mal, mais je les ai encore. Tu voudras qu'on fasse un petit exercice après? Ah ouais. Trop bien. On fera un petit exercice après si tu veux. Okay. J'ai un truc à te proposer. Qui souvent marche très bien. Avec plaisir. Moi, je suis preneuse de toutes les expériences. Ouais. Ok. Donc là, aujourd'hui, t'es dans un moment où t'es en train de te lancer. Ouais. Et t'es encore dans ton job salarié. Exactement. Et t'as un peu la sensation que passer le cap, ça va être compliqué de basculer à 100%. Ouais. Ok. Ouais. Déjà, t'es pas obligé de le faire. J'ai envie. Ok. J'ai envie de vivre l'aventure entrepreneuriale à fond. Je suis un peu... J'ai envie de vivre le fardeau. Ouais, non, c'est plus l'aspect, quand je me fixe un objectif, il est très réfléchi en amont. Et du coup, je veux l'atteindre. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir creuser ce projet à 100%. Il faut que tu te libères du fardeau avant. Il faut vraiment que tu te libères de ça. Ouais. Parce que tu n'y arriveras pas sinon. Ouais. Ça va être vraiment dur. Ouais, non, mais j'en suis consciente. T'en as conscience. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter avec toi, parce que je suis vraiment schizophrène, quoi. Non, parce que, alors déjà, schizophrène, tu dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est une vraie condition. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je ne suis pas malade. Voilà. Ouais. C'est un vrai paradoxe. C'est un terme qu'on utilise souvent et je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont tiquer, mais c'est un terme qu'on utilise souvent dans le langage courant. Le langage courant, alors qu'en fait, c'est une vraie pathologie, quoi. C'est vrai. Donc, non, t'es pas schizophrène. Non, j'ai un vrai paradoxe. C'est juste que t'as le cul entre deux chaises. Exactement. Et ça, c'est évident entre ton papa et ta maman, entre ton envie de liberté et ton envie de sécurité, entre le fardeau et l'envie de pouvoir avoir le salaire qui tombe tous les mois. Ok. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les je sais pas, les mois à venir pour te dire je vais basculer? La décision est prise. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je me donne un an, en fait, là. Ok. Pour démarcher à la fois des particuliers et des entreprises, parce que je souhaite travailler avec les deux. T'as pris cette décision avec ton mari, ton compagnon? Ouais, lui, il est ok. Ouais. Il est à fond derrière toi? Ouais. Il me soutient énormément, il croit énormément dans le projet. Tu trouves pas ça louche, non? En tant que femme indépendante? Je te taquine. Ah non, j'y avais pas pensé. Je trouve ça très beau de sa part, en fait. Bah ouais. C'est sa manière de me témoigner son amour. Bah oui. Et en plus, il parle plus du projet que moi. Quand on rencontre des gens ou quand on est avec la famille, les amis, etc. Voilà. Donc il y a de l'amour là. Ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, vas-y.
C'est plutôt la partie vraiment financière qui me pose problème. Bah ouais, mais en fait, les deux sont liés. Ouais. Après, comme tu décides de mettre de l'amour, tu décides de projeter sur l'argent ce que tu souhaites tout le temps, tu vois, en fonction de comment ça t'arrange par rapport à l'histoire que tu veux te raconter. Et là, d'un coup d'un seul, t'as ta grand-mère qui se pointe et qui dit non, il faut que tu sois toujours indépendante. Mais en fait, ta grand-mère, elle a peut-être été en couple elle-même avec des mecs qui avaient elle-même elle a sa propre relation à l'argent, t'as ta propre relation à l'argent. Ton mec n'est pas je sais pas, ton grand-père ou je sais pas quoi. Bref, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Mamie, t'es bien sympa, mais fuck you, quoi. Tu vois, c'est pas ta vie, quoi. Après, il y a aussi le fait que je suis une fille de parents divorcés, tu vois. Donc finalement, la relation de couple la plus proche de moi n'a pas fonctionné. Donc j'ai toujours cette idée de un jour ça peut s'arrêter, notre relation. Un jour ça peut s'arrêter. Comme ton CDI. Non, parce que la vie, c'est que ça, c'est que des incertitudes en fait. C'est vrai. Mais je t'ai vu bugger là, vraiment. Non, mais il y a des choses sur lesquelles je remets pas en question. Pour moi, c'est pas une incertitude et mon CDI, c'est pas une incertitude. C'est trop intéressant d'embrasser l'incertitude. Et de te dire qu'en fait, ton CDI, c'est une incertitude. Ouais, mais ton couple, c'est une incertitude. Ça, oui. Mais le CDI, je le ça, vois oui. pas comme... Non, mais ça, je le vois Mais plus. pourquoi ton couple, c'est plus une incertitude que ton CDI? C'est incroyable. Parce qu'il écrit contrat à durée indéterminée. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'arrêter, ce contrat. Que ce soit de ton côté ou du côté de l'employeur. Ouais, mais... Enfin, je veux dire, ça se passe bien, la boîte va bien, je suis appréciée. Je te parle pas de ça. Et je vois pas Je te parle de la projection. Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Je sais bien qu'il y a a priori pas de souci, quoi. Et je peux faire exactement pareil avec ton mec. Ton mec, il parle de toi, il a l'air de te soutenir sur ton projet. Enfin, il y a aucun red flag ou aucun truc qui peut penser que la relation va s'arrêter. Et pourtant, t'es dans cette certitude-là. Enfin, en tout cas, dans cette croyance-là, quoi. Ok. Donc, 1 an, c'est parti. Et après, tu vas être dépendante financière de ton mec, quoi. En partie, parce que... Ou pas. Le but, c'est que je parte quand même avec les indemnités Pôle emploi. Ok. Donc, je serai complètement dépendante. Ok. Mais quand même beaucoup plus. Parce que la proportion de nos revenus sera encore... il gagnera encore plus que là, actuellement. Et dans quel état ça te met? Ah bah, ça me plaît pas. Et tu lui en parles? Vous en parlez? Ouais. Tu lui en parles en ces termes? Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit quand tu lui amènes ça? Ben, qu'on serrera la ceinture et qu'on fera tout pour continuer d'être Je te parle pas de ça, je te parle de la différence de revenus. Ah, ouais, si, on en parle aussi. Il s'en fout, lui. Enfin... Tu l'as déjà senti venir te faire ressentir d'une manière ou d'une autre qu'en fait, il gagnait plus d'argent que toi? Non, jamais. Bah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. Normalement, il va pas basculer. Non, bien sûr. Et j'en ai pas la croyance, quoi. Enfin, bah donc. mais ça me plaît pas de ramener encore moins. Ok. Il y a cet aspect-là aussi, hein. Je pense que le fait que les hommes et les femmes aient une grosse inégalité sur le salaire, ça me chagrine, quoi. Enfin, je trouve que c'est une injustice horrible. Va chercher de la thune. Ouais. Et parce qu'en fait, par rapport à son job salarié, lui, il est, quoi qu'il arrive, conditionné dans un précaré. Et toi, tu as la possibilité de gagner autant que tu veux. Ouais. Quoi. Et pour le coup, on en parle dans le sens où on aimerait bien qu'un jour, ça soit moi qui gagne plus. Quoi. Mais t'es pas à l'abri que ça marche. Ouais. Et un de mes paliers dans les objectifs à atteindre, ce serait déjà, si je pouvais me dégager en net ce que lui touche en net, ce serait déjà une sacrée réussite. Quoi. Bah, trop bien. Tu t'es fixé une deadline par rapport à ça? Non, j'ai pas de deadline pour ça. Ok. Ça sera un objectif à atteindre en mode on débouche le champagne, enfin voilà. Et puis après, on le débouchera encore quand j'aurai dépassé ce qu'il gagne. Ouais. Et ça, tu vois un petit peu comment tu peux faire? C'est-à-dire, concrètement, pour atteindre ces chiffres? Ben, j'aimerais bien vraiment bosser avec des entreprises. Ok. Ouais. Non, mais je parle de toi. Je parle de toi en interne, pas de ton projet. Ah, ok. Je parle de comment tu fais pour dégoupiller dans ta tête
que ta boîte est un fardeau et que en fait t'as du mal à recevoir. Derrière le mal à recevoir, il y a aussi du mal à recevoir de l'argent. Hein. Ouais. Donc c'est un vrai truc à nettoyer chez toi par rapport à ta boîte, c'est qu'il va falloir que tu sois heureuse de facturer et qu'il y ait des gens qui te payent, quoi. Je pense pas que j'ai un problème avec ça. Ok. Mais on verra le jour où ça se produit. En tout cas, déjà sur le fait de recevoir de l'argent. T'as déjà facturé des gens? Bah, quand j'étais entrepreneur, oui. Oui. Et oui, enfin, j'ai facturé ce qui était à facturer. Ok. Et pour ce qui est de recevoir de l'argent, j'en reçois de mon père avec les cadeaux qu'il peut me faire. Et il m'a vraiment appris que s'il le fait, c'est qu'il le peut. Ok. Et que ça lui fait plaisir et qu'il attend rien, en fait. Donc, en tout cas, de sa part à lui, ça me pose pas de problème. J'ai pas de problème à recevoir un cadeau quand on m'offre un cadeau aussi de n'importe qui. Ok. Voilà. Après, j'ai pas forcément reçu de l'argent de plein d'autres personnes. Enfin, tu vois, c'est des situations peu communes. À la limite, toucher Pôle emploi, ça me dérange. Par contre. Pourquoi? Parce que c'est profiter du système. Alors que j'en ai parlé il y a pas longtemps, je sais plus avec qui. Finalement, en tant que salarié, j'ai cotisé. En fait. Ben oui. Du coup, j'ai droit. Mais ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? De profiter du système. Ça devient d'où, ça? Peut-être un peu de mon père, quand même. Parce que pour le coup, lui, il s'est toujours bougé pour obtenir ce qu'il souhaitait. Du coup, ouais. Tu lui en as parlé que t'allais toucher Pôle emploi? Non. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il ait verbalisé. Plus quelque chose qu'il m'a transmis, lui, dans sa manière de faire, ou peut-être une projection que j'ai faite. Enfin. Je trouve ça trop intéressant d'aller confronter, tu vois, quand tu vois un petit peu, tu te dis, putain, ça vient de là, d'aller juste voir les gens et te dire, tiens, en fait, bientôt, et en fait, je vais toucher Pôle emploi et tout, et puis de voir juste ce qui se passe. Et s'il dit, dis donc, tu vas t'en profiter. Bon, ok, bah vas-y, viens, on en parle. Mais je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense pas qu'il réagirait comme ça, en tout cas maintenant. Tu vois, c'est peut-être plus quelque chose qu'il m'a transmis quand il était plus jeune. Après, c'est pas forcément le sens profiter du système, mais en tout cas, plus de quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'atteindre. C'est plutôt cet état d'esprit-là. Ok. Il me répétait souvent, quand on veut, on peut, en fait. Voilà une belle phrase. Hein. Ouais. C'est aussi un cadre très restrictif. Ah, oh que oui, putain. J'étais élevé là-dedans aussi. Donc je sais. C'est pas facile. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Attends, je regarde mes petites fiches. Non, je trouve ça... T'as haussé les épaules. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci Fabrice, c'est gentil. Je te souhaite de te libérer de ta croix. Et de comprendre qu'en fait, t'as... Comment dire? Comprendre que t'as toute la légitimité pour monter ta boîte et que en fait, ça va cartonner. Et de t'ouvrir à l'abondance. Ouais. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.